Et au plus pressé, l'Italie vient d'accorder ce soir 300 millions d'euros de prêt à la compagnie Alitalia, une somme qui ne suffira peut-être pas à sauver la compagnie moribonde après l'abandon d'Air France du processus de rachat. Analyse du dossier, il est signé Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pierre. Alors effectivement, Air France a annoncé aujourd'hui son renoncement définitif à l'achat d'Alitalia. C'est vrai qu'on se souvient un petit peu du film, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord une proposition, les syndicats d'Alitalia qui ont repoussé. Mais bon, on pensait que cette offre allait perdurer. Et puis là, un petit peu changement et coup de théâtre. Aujourd'hui, Air France se retire. Pourquoi? Alors se retire peut-être pas définitivement, parce que c'est comme en politique, tout ça n'est jamais vraiment totalement terminé. Mais en tout cas, il y a un communiqué pour dire que c'est terminé pour deux raisons. La première est d'ordre syndical et l'autre est d'ordre politique. Syndical, ben évidemment, Air France veut fusionner avec Air Italia et ça exigera des sacrifices pour Air Italia, notamment 1700 suppressions d'emplois, la fermeture du terminal de Milan, d'autre part l'abandon de toute la partie service d'Alitalia, l'abandon du service cargo, et donc à partir de là les syndicats disent non, on nous demande trop de sacrifices, on ne veut pas. Puis là-dessus, c'est rajouté un phénomène politique. Pendant la campagne électorale, M. Berlusconi a dit qu'il n'était pas favorable, et même défavorable, à l'opération avec Air France. Et pour une raison qu'il n'a peut-être pas avouée directement, la fermeture de Milan faisait que la Ligue du Nord ne voulait pas de cette fusion. Et comme il avait besoin des voix de la Ligue du Nord, donc on est rentré dans un aspect complètement électoraliste dans cette affaire. Il avait besoin des voix de la Ligue du Nord pour l'emporter aux élections, ce qu'il a d'ailleurs fait. Eh bien, il s'est prononcé contre. Et ceci a renforcer l'opinion des syndicats selon laquelle jamais l'État italien ne laisserait tomber Alitalia. Et donc, ça, ils ont cru qu'ils avaient toutes les possibilités en main, et donc la situation était bloquée. À partir de là, Air France a dit, bon, puisque c'est ça, d'autant plus que M. Berlusconi a gagné les élections, eh bien, je me retire. Oui. Enfin, néanmoins, ça va pas très fort quand même à Italia. La situation est quand même proche de la faillite plutôt que de l'envol. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a d'autres repreneurs potentiels? On a parlé d'Aeroflot éventuellement. Oui. Berlusconi a lui-même d'ailleurs évoqué la solution Aeroflot devant M. Poutine ce week-end. Je ne sais pas si vous avez vu. Poutine d'ailleurs a eu un petit... Parce que il faut dire que l'État russe est actionnaire d'un 52% d'Aeroflot. Et on lui dit, ton entreprise, Aeroflot, est actionnaire à 52%, je propose de la fusionner avec Alitalia. Donc il a eu un petit trouble. Et aujourd'hui même, d'ailleurs, l'actionnaire privé majoritaire, qui a 30% de Aeroflot, a dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? On va pas fusionner avec une compagnie en faillite. Donc, deuxième option qu'avait évoqué M. Berlusconi, je réunis, parce qu'il est très lié au milieu d'affaires, je réunis des amis, notamment banquiers et autres, des milieux d'affaires italiens, et je renfloue à Italia. Bon, quelque chose comme 2 milliards d'euros, c'est cher payer l'amitié, et pour l'instant, on n'a vu personne autour de table. Et enfin, il y a quand même, on peut pas exclure le fait que Air France revienne à la table de négociation pour une raison très simple, c'est qu'Air France, il ne fait pas la charité dans cette histoire. Il a besoin aussi d'Alitalia pour renforcer sa panoplie strictement européenne, et puis Alitalia reste une grande compagnie quand même, 25 millions de passagers, et il en a besoin aussi pour se renforcer sur l'Atlantique Nord, et notamment dans la diaspora italienne, qui est un grand client d'Alitalia, et donc on ne peut pas dire qu'il a, même si c'est officiel, peut-être il y a une possibilité de revenir encore à la table de négociation. Ce n'est pas la première tentative de fusion entre deux groupes qui échoue, ça arrive régulièrement. Pourquoi on n'arrive pas à l'intérieur de l'Europe à faire jumeler deux groupes? Alors justement, c'est quand on prend la liste, on s'aperçoit qu'on n'a pas réussi beaucoup de fusions transfrontalières. Puisqu'on parle de M. Berlusconi et de l'aspect italien, rappelez-vous, lorsque EDF a voulu partir à la conquête d'Edison, Berlusconi a mis dans un précédent gouvernement, lui a mis tous les bâtons dans les rues possibles et inimaginables. Les Français ont fait pareil. Quand Eni, un autre, a voulu partir à la conquête de Suez, qu'a fait M. de Villepin? Hop, il a monté à toute vitesse une fusion Gaz de France-Suez pour empêcher Eni de mettre la main sur Suez. Dernièrement, on a vu l'Allemand E.ON qui voulait, là aussi un électricien, mettre la main sur Endesa, un Espagnol. Le gouvernement Zapatero s'est débrouillé pour le tenir à l'écart. Et dernier exemple en date, la volonté de France Télécom de racheter un Scandinave. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, parce que c'est une opération qui est en cours, c'est que France Télécom pourrait racheter ce Suédois, opérateur télécommunications suédois, à une condition, c'est d'abandonner le nom de France Télécom. Ça veut bien dire que l'aspect national
malgré un marché unique, une monnaie unique, reste en Europe extrêmement prégnant, puisqu'on demande à France Télécom d'abandonner son nom. Faut dire qu'il se marie à son identité. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Jean-Louis. Après Jean-Louis, Jean-Loup Dabadi. Parolier, scénariste, désormais immortel, Jean-Loup Dabadi, tout nouvel académicien, va désormais s'atteler au dictionnaire. Une page de plus pour ce touche-à-tout souriant et léger, une page à remplir pour ce magicien de la mélodie des mots. Jean-Loup Dabadi est ce soir l'invité de Bouge la France. Bonsoir Jean-Loup, c'est avec grand plaisir Pierre. qu'on vous reçoit dans Bouge la France, on vous félicite bien sûr. Aviez-vous besoin de cet honneur supplémentaire, vous qui en avez tant connu? Pour être pour la première fois à Public Sénat, oui, puisque je ne suis jamais venu et que je me rends compte qu'il faut passer par l'académie. C'est pour ça que je me suis présenté. Très bien, alors vous remplacez le célèbre Pierre Moineau. Oui, oui, oui. Est-ce que vous le connaissiez? Ah non, je ne le connaissais pas. C'était Comme tout le beaucoup monde. Tout le monde. Je le connais évidemment. Je sais très bien qui est cet homme éminent. Et à l'académie, tout le monde l'adorait. J'espère ne pas décevoir, bien que je n'écrive pas le genre de texte et de roman qu'il a écrit, mais Jacqueline de Romilly, qui a été ma professeure de grec à la Sorbonne et que je vais retrouver à l'Académie française, cette dame prestigieuse, magnifique, m'a dit une chose très émouvante à propos de Pierre Moineau. Elle m'a dit, vous savez, on l'a regretté tellement et tellement, on l'a regretté quand il est mort, parce qu'il était notre conscience. Pierre Moineau, c'était, bon, à part ça, en quelques mots insuffisants, mais c'était un grand romancier, un grand serviteur de l'État, que Camus avait découvert et aidé à ses débuts comme écrivain, et grand collaborateur, entre autres, de Malraux. Voilà. Quand allez-vous faire votre entrée? Je ne sais pas, parce que vous avez eu la gentillesse de m'inviter alors que je suis encore tout nouveau. On est élu, il faut attendre pour être reçu. Il y a quelques mois toujours qui se passent entre l'élection et la réception, parce qu'il faut non seulement broder le costume, mais broder aussi ses discours. Oui. Parce que c'est tous les jeudis, c'est ça en fait qu'on y va. Oui, mais quand on y est, oui, quand on est élu, pardon, je recommence. Quand on est élu, il faut être reçu pour participer aux séances de l'Académie, et notamment à quoi je suis tellement impatient, bouillant de participer, c'est le dictionnaire, soit la commission dictionnaire, soit le dictionnaire en général, pour la défense et l'illustration de la langue française. Essayez de faire des choses du genre, si vous faites l'Eurovision, essayez de chanter en français, essayez de parler, de chanter en français. Qui sont contre ce qui a été pris comme décision par France Télévisions de mettre un Français qui va chanter en anglais. Que ce soit un Français, un Espagnol, un Mexicain qui chante, mais qui défendent la France avec la langue française. Ou alors c'est une espièglerie pour que les Anglais, eux, chantent en français. Si les Anglais chantent une chanson française, tout va bien. J'ai regardé les 10 derniers palmarès pour parler de ça. Sur les 10 dernières années, il y en a 9 chansons anglaises qui étaient chantées pas par des Anglais, par des Italiens, des Slovènes, etc., qui ont gagné. Donc c'est peut-être pour gagner. Mais enfin, vous êtes là. C'est pas l'objet de notre rencontre, mais je trouve ça désolant, quoi, voilà. D'accord. Alors, pour parler de définition, qu'est-ce que vous donneriez comme définition si vous deviez décrire le mot chanson, par exemple? La chanson se définit elle-même. Moi, j'aime bien dire que ce sont les poésies des temps modernes, du temps contemporain. Encore il y a encore des poètes qui sont pas chantés, qui écrivent leurs poésies et qui les publient. Mais nous, les poètes de la chanson, si on veut bien déranger ce mot-là pour nous, eh bien, on peut dire. Moi, je sais que j'écris mes poésies, je les publie quelquefois, mais surtout je les écris sur la bouche de mes interprètes. En fait, comme un dessinateur qui... Pardon ? Vous avez besoin de ça, de penser à celui qui va interpréter ? Oui. C'est-à-dire que mon père qui écrivait déjà des chansons et qui en écrit encore, il me dit toujours, mais j'en écris toujours. C'est dans sa génération, vous écriviez une chanson, puis après vous alliez la proposer à Maurice Chevalier, Tino Rossi ou des chanteurs plus modestes. Au jour d'aujourd'hui,
c'est mieux comme ça. Un interprète ou une interprète vous demande ou vous dit est-ce que tu pourrais penser à moi. Ça ne veut pas dire du tout que c'est comme à l'Académie française. C'est pas parce qu'on vous demande de vous présenter qu'on va vous élire. Alors justement, c'est la deuxième fois que vous vous présentiez. La première fois, c'était il y a un petit peu de temps quand même. C'était en 89. Pourquoi vous avez attendu autant de temps? Ben, je ne sais pas. Bon, je pense par une modestie normale, qui d'ailleurs continue à être chevillée dans mon cœur. Je suis profondément heureux. C'est un grand bonheur et un grand honneur de rejoindre ces éminentes personnes à l'Académie française. À l'époque, c'est parce que je m'étais présenté, parce que comme je suis un fou de tennis, j'étais toujours assis à Roland-Garros pendant la quinzaine, à côté de Louis le Prince Ringuet. Ah oui. Et un jour, il me dit arrêtez de me vous soyer comme ça, dis-moi tu. Et puis le lendemain, je me rappelle un jour de 8e de finale, il me dit faut qu'on fasse une partie ensemble. Alors on a joué ensemble, il jouait drôlement bien. Hein. Mmh. À plus de 80 ans, je m'étais interdit de servir lourd pour mon modeste niveau et de monter au filet, mais je peux vous dire, j'ai regretté plus d'une fois, parce qu'il avait un toucher de balle absolument merveilleux, une intelligence, comme vous savez, mon cher Pierre, au tennis, tout vieillit sauf l'œil. Bon. Exactement. Et un jour, sous les douches du TCP à Coubertin, tout ensabonné que nous étions, je reverrai toujours cette image, quand même, je garde toujours cette image dans mon cœur, il me dit, il faudrait que tu te présentes à l'Académie française. Je lui dis, vous plaisantez, monsieur le professeur. Je te dis qu'il faut que tu te présentes, parce que tu ne passeras pas cette fois, peut-être tu ne passeras jamais dans ta vie, mais se présenter veut dire se présenter. Il faut aller se présenter à cette noble dame qu'est l'Académie. Alors, j'étais allé, puis j'avais eu 13 voix au premier tour, quand même. Oui. C'était Et là, alors là, qui vous a demandé de vous présenter? Mais on ne doit pas le dire. Des académiciens, des académiciennes qui en avaient parlé entre elles. Enfin, on ne doit pas le dire. Je préfère, avant de vous le dire, savoir si on a le droit de le dire. C'est peut-être une bourde. C'est une indiscrétion amicale qu'on peut peut-être commettre, mais je crois que vous savez, c'est très très simple. Ils en avaient parlé entre eux. Ils s'étaient dit, cet écrivain de spectacle, c'est comme ça que m'appelait François Truffaut, et j'aimais bien cette définition-là. Ce serait bien qui se présentent. Puis ils en ont parlé entre eux. Et puis j'ai fait comme un écolier que je suis. J'ai écrit ma lettre, puis j'ai écrit mes lettres. Et certains m'ont reçu. Et puis voilà. Et alors comment ça s'est passé? Parce que c'est presque une campagne politique. Vous êtes obligé d'aller voir en audition, voir des gens, discuter avec eux, les académiciens. Pierre, ce n'est pas une campagne politique. C'est pour ça que la seule chose, mais n'exagérons rien, qui me fait de la peine dans ce que j'ai lu au moment de l'élection, c'est que dans un journal qui faisait un article magnifique par ailleurs, on disait un académicien nous a dit qu'il a fait un lobbying très habile. Il n'y a pas de lobbying, il n'y a pas de campagne. Je veux dire, enfin pour moi je suis un artisan, un écrivain, je suis avec mes stylos, mes crayons, j'ai fait mes lettres comme chacun doit le faire, à chacun des académiciens et académiciennes, en disant si vous souhaitez me voir, voici mon adresse, mon téléphone. Certaines m'ont répondu, venez me voir, venez nous voir. Je suis pas sûr que ce soit forcément ceux ou celles qui ont voté pour moi. Mais il y a beaucoup justement lors de ces auditions. Oh, c'est magnifique. Ce ne sont pas des auditions, ce sont des rendez-vous. Ce sont des rendez-vous de courtoisie, moi, ce qu'on disait à la maison avec ma femme, mes enfants, mes parents, je leur disais à l'avance, de toute façon, je garderai un souvenir merveilleux. Quand vous vous trouvez pendant 1 heure à parler comme nous deux, qui sommes des vieux copains, on se retrouve pendant quelques minutes, pendant 1 heure, avec le professeur Marc Fumaroli, grand professeur du Collège de France, qui est une intelligence éblouissante, un humour merveilleux. Quand après vous vous trouvez chez Madame de Romilly, donc qui était ma professeure de grec, qui vous récite encore des actes entiers de classiques, et qui connaît tout, qui est au courant de tout. Quand vous allez chez le président Giscard d'Estaing, avec qui vous parlez de théâtre pendant 1 heure, quand vous voyez Hélène Carrère d'Ancos, qui est étourdissante d'intelligence, de culture, et à la fois vous êtes un écolier qui écoute, qui apprend, à la fois aussi, si l'on vous le demande, vous racontez. Il y en a un c'était formidable. Il voulait absolument savoir comment ça s'était passé quand j'avais écrit ma chanson pour gamin. Je sais. Oui. Alors, c'était ça qui l'intéressait. C'était que je lui dise comment j'avais fait une version, puis 2 versions, puis que j'avais écrit une sorte de scénario avec un plan c'est une chanson jouée d'ailleurs, parce qu'il chantait pas. Oui, et quand, à la fin, il m'avait dit, vous savez, Jean-Loup, là, il faudrait penser que les gens, ils m'aiment au cinéma. Ils ont complètement oublié que je chante. Bon, alors il m'avait demandé de lui réécrire un passage, et je lui ai écrit, en fait, un plan de cinéma.
il y a 60 ans qu'on sonnait à l'horloge, et encore à ma fenêtre, je regarde, je m'interroge. Bon, eh bien, on parlait de ça. Et puis après, on parlait aussi de mes études français, latin, grec. On parlait de musique, beaucoup parlé de musique. Ce sont la plupart de celles que j'ai vues sont des personnes qui aiment, qui connaissent la musique. Là, rien que cette idée, me dire que le jeudi, il paraît que les déjeuners, avant, il y a la commission du dictionnaire le matin, tous n'y sont pas. Après, on déjeune, puis après, tout le monde travaille au dictionnaire, jusqu'à vers 4h30, 5h. Pas que les déjeuners sont absolument épatants. Moi qui n'aime que ça, les déjeuners de copains, d'amis, sauf que certains, évidemment, avant d'être mes copains et mes amis, sont des grandes personnes que j'aime et que je respecte. Ça vous laissera quand même un petit peu de temps de libre pour nourrir vos projets. Vous travaillez sur quoi en ce moment? En ce moment, là, heureusement, grâce à l'indulgence de Jean Becker, ce grand metteur en scène, qui va sortir un film dans quelques jours, qui s'appelle 2 jours à tuer, qui est un film formidable. On doit faire un film ensemble après. On a signé, comme on dit, pour un film, je n'ai pas signé au PSG. Oui. Je vous préviens, je vais vous surveiller, parce que moi je suis un ardent supporter de surveiller. Tout à l'heure, je vous regardez, vous en sortirez pas comme ça. Bon, mais si vous voulez rester d'ailleurs pendant le débat sur le PSG, il n'y a pas de problème. Non, je vais pas me mêler, mais je vais regarder dehors là-bas. Et puis j'ai une pièce dont j'ai arrêté l'écriture pendant quelques temps, qui s'appelle Stylo, qu'il faut que je termine. Et puis je viens d'écrire 3 chansons, une pour Isabelle Boulet, une pour Julien Clerc, et une, ce qui me touche le fond du cœur, pour Martin Rapneau, qui n'est autre que le fils de Jean-Paul Rapneau, pour qui j'avais écrit Le Sauvage. Et lorsque vous écrivez, puisqu'on en parlait tout à l'heure avant l'émission, une chanson pour Julien Clerc, évidemment vous pensez à lui, à Julien Clerc, à sa voix et à son charisme. Pierre, je pense que pour les... Je rappelle Ma préférence, Femme je vous aime, qui sont des chansons... Oui, puis aussi dans les comédies, on n'a pas toujours la chance aujourd'hui de savoir quand on écrit les comédies ou les films dramatiques, dans les histoires que l'on écrit, moi je pense que les acteurs, je pense toujours aux chanteurs comme à des acteurs, j'écris pour eux, pour la scène. Et puis après, avant, on enregistre, mais je pense à la scène. En fait, les acteurs sont les souffleurs des auteurs, sans le vouloir, sans le savoir. Je pense que je n'aurais jamais écrit mes scénarios, mes dialogues par exemple pour Romy ou pour Montand. Aujourd'hui, je n'écrirais pas pour Paul Narey, pour Julien ou pour Martin Rapneau si je ne les connaissais pas. Peut-être pourrais-je le faire, mais c'est toujours moins bien parce que ce n'est pas qu'on soit inspiré par la vie ou par la personne, mais on est inspiré. Je dis toujours à mes enfants je pratique un art qu'on pourrait appeler en parodiant les arts florissants, les arts frémissants. Eh bien, on a besoin de sentir chez ces interprètes d'avance ces frémissements qu'après ils vont vous rendre quand ils s'interprètent publiquement. Alors on a beaucoup d'internautes qui ont réagi avec beaucoup de félicitations, vous vous en doutez, pour votre élection. Il y en a un, alors je me suis permis de le mettre en exergue, qui me dit qu'il est impressionné d'apprendre que vous deveniez académicien. Fin 62, début 63, j'ai été son élève à l'école de cavalerie de Saumur. Il pétillait d'intelligence, de malice et d'humour, toujours gai et souriant. Il adoucissait certaines rugosités de notre vie quotidienne. Ce nouvel immortel qui, je l'espère, va égayer cette trop sérieuse assemblée et peut-être même réussir à faire mourir de rire les immortels. Il en est capable, le DAB. Le DAB, oui. Le DAB, c'était votre surnom. En fait, élève, non, je faisais mon service militaire. Et puis, après mes classes, je me suis inscrit, je sais pas ce qu'on doit faire, j'ai passé le concours, qui n'est pas très difficile, des EOR, les élèves officiers de réserve, toujours dans le cadre des 18 mois que je devais accomplir. Et vous passez de deuxième classe, deuxième latte, comme on dit dans le jargon de l'armée, enfin comme on disait à l'époque, et puis après, ce que l'on disait à l'époque, et puis après, c'est une petite grande école, vous passez vos examens, et si vous sortez dans les premiers, vous avez votre barrette de sous-lieutenant. Et là, il reste 6 mois de service militaire à faire. Enfin, il en reste 6 mois pour moi et pour d'autres que je revois de temps en temps maintenant. Un avocat, un ancien premier ministre, etc. Paul, je sais pas ce qu'il fait, de la famille. Et vous participez de l'instruction de ceux qui ont 6 mois de moins que vous, lesquels Paul, il a dû devenir après aspirant ou sous-lieutenant pendant 6 mois, et c'est lui qui avait un peloton. J'étais adjoint d'un lieutenant professionnel. Ce qui est formidable avec vous, Jean-Loup, c'est qu'on parle de cinéma, de littérature, de théâtre, de sport, de l'armée, et toujours avec le même enthousiasme. Parce que c'est la vie, si on parle de la vie. En tout cas, merci beaucoup. Non, merci à vous. Merci bien. J'aurais
réitère mon invitation. On a pour 10 minutes de débat sur le PSG. Si vous voulez rester parmi nous, je vais suivre dehors parce que j'aurais trop envie de mettre mon grain de sel. Et moi, j'ai horreur quand vous faites des plateaux, quand on fait des plateaux à la télévision, qu'il y a un invité qui traîne encore un peu, puis d'un moment, il a envie de dire hop, attention, parce que quand Roten a fait son coup franc comme ça, il y avait du vent et ça aurait tout changé, et peut-être qu'Alain Kézak n'aurait pas démissionné, etc., etc. Et Très puis, bien. comme je sais que vous allez dire du mal de Louis, je m'en vais parce que ça me fait de la peine. Merci Jean-Loup. Comme on dit, on a le droit de chambrer. Absolument, Hein, absolument. voilà. Surtout Merci, en football. d'avoir- Merci bien, merci Jean-Loup. Voilà, on enchaîne avec le foot. Oui, le PSG au bord du gouffre, des résultats calamiteux, un club sans précédent et un avenir où le spectre sombre de la Ligue 2 se rapproche jour après jour. Alors, comment sortir le club capital d'une telle ornière? Début de réponse avec nos invités. Ils sont deux ce soir, Makis Chamalidis, il est psychologue du sport, et Jean Villermoz, c'est le nouvel adjoint au maire de Paris, chargé des sports. Ils sautent tout de suite sur le plateau de Pierre Stell. Voilà, tout le monde s'est salué, tout le monde s'est dit au revoir. Je vous remercie d'être là tous les deux. Bonsoir. On va parler évidemment du Paris Saint-Germain. On a appelé ça, c'est la nouvelle peut-être presque devise du Paris Saint-Germain, droit à côté du but. Parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, ça tombe mal pour un élu comme vous. C'est vrai de tomber dans cette nasse avec le Paris Saint-Germain. Je vais vous demander qu'est-ce que ça change pour la mairie de Paris si le PSG descend? Oh ben écoutez, c'est toujours difficile, dommage, pas bien qu'une grande capitale comme Paris est un club qui joue en deuxième division. Ça serait une exception, puisque à ma connaissance, dans aucune grande ville d'Europe, une grande capitale d'Europe, il y a un club qui joue en deuxième division. Bah, c'est-à-dire qu'en Angleterre, et notamment à Londres, ça arrive souvent, mais il y a 8 clubs en première division à Londres, donc il y en a toujours un qui descend en deuxième division. C'était arrivé avec le Racing déjà. Oui. Le Racing, le Matra Racing, c'est vrai que ça fait longtemps. Quels sont vos rapports avec les dirigeants, entre mairie et dirigeants là, vous suivez ça de loin en spectateur ou vous mettez, comme disait Jean-Loup tout à l'heure, votre grain de sel? Non, on ne met pas notre grain de sel. Encore que, non, on les reçoit une fois dans l'année. C'est-à-dire qu'on reçoit les dirigeants et l'équipe une fois dans l'année et il nous arrive de déjeuner ensemble ou de se rencontrer pour parler un petit peu. Si c'est après chaque victoire, ça doit pas être souvent. Non, mais pour parler un petit peu des subventions, pour parler des objectifs, pour parler de comment ça va, quoi, tout simplement. Est-ce que la subvention justement que la mairie de Paris donne, est-ce qu'elle va changer si le club descend en deuxième division? Est-ce que ça va être révisé? Écoutez, il faudra un arbitrage du maire, mais je pense pas. Franchement, moi, mon orientation, c'est de pas faire baisser considérablement la subvention. Elle est au maximum. Elle peut pas augmenter. Elle ne peut que descendre. Mais je pense pas qu'il faille appuyer sur la tête du Paris Saint-Germain pour les laisser sous l'eau. Si Paris a besoin d'un grand club et en première division, il faudra qu'ils remontent s'ils sont en deuxième division, ce qui n'est pas encore fait. Et le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Donc, il faudra qu'ils aient les moyens de le faire. Alors c'est pas fait, c'est vrai qu'il reste 4 matchs et donc tout est possible. Enfin c'est quand même relativement mal barré. Comment vous expliquez-vous, Makis Chamalidis, vous êtes, je vous rappelle, psychologue du sport, que des bons joueurs, tout le monde reconnaît, que ce soit à Paris ou dans le reste de la France, on a de bons joueurs, on a un bon groupe, qui est une production aussi creuse, aussi faible? Bah déjà, on est dans un sport collectif. Il suffit pas d'avoir des très bons joueurs pour former une grande équipe. On a vu ça même chez les Madrilènes à un moment donné, au Real de Madrid, que la sauce ne prend pas toujours. Après, ça dépend des joueurs, mais pas que des joueurs, de l'environnement, de la relation parfois entre le président et l'entraîneur. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, le foot est devenu aussi un sport individuel. Vous ratez un penalty, vous faites une relance hasardeuse ou vous faites le tacle de trop, tout de suite ça peut coûter beaucoup d'argent. Et je ne suis pas sûr que tous les joueurs ont envie de travailler le fameux mental dont on parle beaucoup. Et dans certains sports, le tennis ou le golf, on dit c'est 50-80%. Dans le foot, c'est peut-être un peu moins, la part du mental, mais je suis pas sûr que tout le monde le travaille à cette hauteur-là. Oui, mais alors le mental, et j'en profite pour justement, on en parle, Champion dans la tête, c'est votre livre. Le mental, justement, effectivement, c'est capable ça permet de se sublimer dans les sports individuels ou collectifs. Mais là, on a l'impression que non seulement ça sublime pas, mais on dirait que ce mental, il fait du mal à l'équipe. C'est possible. Est-ce le mental peut jouer contre le joueur?
Sûrement, en tennis par exemple, on a vu des joueurs qui balancent des matchs pour consciemment ou inconsciemment punir leurs parents. Et la contre-performance dans le foot, ça existe. On peut être très très bien entraîné, mais le jour du match, comme par hasard, il y a un petit démon qui vous tape sur l'épaule, qui vous dit voilà, si aujourd'hui tu joues pas bien, tu vas pas être retenu, tu vas pas avoir ta prime, le club peut descendre. Et ces pensées parasites négatives, ils n'ont qu'une idée, c'est de vous sortir du moment présent. Donc du coup, vous perdez votre concentration et vous passez à côté de votre match. Et cette préparation, on ne peut pas être sûr que tous les joueurs la font pour se mettre dans les bonnes conditions, pour rester dans le moment présent et s'occuper que du match, de penser au jeu et pas à l'enjeu. Et puis il y a peut-être besoin aussi d'avoir un socle, une base de départ sur laquelle tout le monde se rassemble. Est-ce que c'est pas ça qui manque peut-être dans ce nouveau PSG depuis 1 ou 2 ans, avec un sponsor, un propriétaire du club qui est Colony Capital, que personne connaît évidemment, qui a déboulé là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles. Est-ce que justement l'identité parisienne vous avez mis des années à bâtir ça, elle est pas diluée? Déjà, ils sont pas à Paris. Hein, oui. Ils sont à Saint-Germain. Bon, le camp d'entraînement n'est pas forcément très très bon. Donc là, il y a une amélioration. On y a réfléchi pendant un certain temps, mais où le faire à Paris, c'était compliqué. Bon, où rassembler les joueurs, c'est aussi quelque chose qui est très compliqué. Bon, alors donc, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément le meilleur environnement, comme dans une ville de province. Enfin bon, c'est pas péjoratif en disant ça. Pour un Parisien, il faut se méfier. Mais disons que c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que l'environnement est beaucoup plus vaste, beaucoup plus éloigné, beaucoup plus distant, et qu'il faut, je pense, rassembler beaucoup plus les joueurs que peut-être qu'on le fait aujourd'hui. Donc il y a cette situation. Et puis je pense que à Paris, peut-être il faut un mental beaucoup plus fort. Peut-être je dis ça, je suis peut-être à côté, mais il me semble qu'il faut un mental beaucoup plus fort. Enfin, parce que c'est Paris. Pas plus que Marseille, par exemple. Ouais, peut-être, mais peut-être peut-être parce que c'est Paris, parce que c'est une grande ville, parce que il y a la volonté de battre. Quand un club vient à Paris, il a la volonté quand même de s'affronter vraiment à Paris, et qu'il faut être peut-être un peu plus résistant, un peu plus volontaire, et qu'il faut. Et puis peut-être que il faut défendre peut-être un peu plus le maillot. Hein, je sais pas. Tout ça est peut-être un peu un amalgame qui s'est mal fait. Alors ceci dit, on peut pas dire que ça n'existe pas, parce que Paris a quand même eu des bonnes années, et que il a réussi. Oui, il y a longtemps, mais il a réussi quand même à faire beaucoup de choses. Donc il est bon. Donc il y a certainement dans la dernière période autre chose. Franchement, moi ça fait 7 ans que je suis conseiller de Paris, ça fait 7 ans que j'assiste tous les ans au repas du Paris Saint-Germain, comme on dit, et ça fait 7 ans que je vois souvent, pratiquement tous les ans, un président différent, un entraîneur différent et des joueurs différents. Donc comment constituer une équipe et comment souder tout ça? Vous voyez, Kézak aujourd'hui il démissionne parce que mais il y a là certainement, c'est pas de sa responsabilité propre. Il y a depuis très longtemps, puis au moins 7 ans, une situation qui fait que ça change. Une équipe a besoin de stabilité, justement. Est-ce que ça, c'est l'un des mots du Paris Saint-Germain? Oui, déjà, on vient d'apprendre que c'est pas un projet qui peut se construire comme ça dans la durée, si tous les ans il y a un nouvel entraîneur ou un nouveau président. Ensuite, ou parfois les deux. Tout à fait. Ensuite, il est question d'identité. Moi, je pars du principe que quand on sait qui on est, quand on sait quels sont nos points forts, quand on sait ce qu'on sait bien faire, on est difficile à déstabiliser. Et aujourd'hui, cette équipe, elle a besoin de repères, justement, au niveau de leur identité. Vous avez parlé de l'amour du maillot, de mouiller le maillot, et ça, c'est aussi... C'est pas un problème spécifique à Paris. Le non-amour du maillot sont des critères et des valeurs qui n'existent quasiment plus, partout dans le monde, d'ailleurs. Oui, maintenant, c'est vrai, il reste quelques journées. On va encore lire dans les journaux, ça va se gagner au mental. Le but, je crois, c'est maintenant de sortir des clichés, parce que Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous êtes psychologue du sport. Vous auriez en charge, on vous dirait, voilà, il reste 4 matchs, quel électrochoc on peut créer? Vous y prendriez comment? Alors déjà, je suis pas pompier, je suis psychologue. Maintenant, il y a des situations d'urgence. Prenons ce cas-là, quelqu'un me dit, voilà, il y a une équipe, il reste 4 matchs, il faut un électrochoc. Moi, le premier réflexe que j'aurais, c'est déjà d'identifier un peu comment ils pensent, quelles sont leurs pensées parasites, quels sont les mots qu'utilise l'entraîneur, qui peut-être sont usés.
Hein, parfois on dit fais-toi plaisir, concentre-toi, mais ça parle pas à tout le monde. On est en sport collectif, déjà d'identifier qu'est-ce que ces joueurs ont besoin d'entendre comme il faut réagir vite, mais parfois ça passe aussi par des commandos. Pourquoi ne pas leur montrer un film sur Mohamed Ali, un documentaire qui parle de confiance, où on peut s'identifier. Bon, après. Ah oui, ce sont même des choses comme ça qui peuvent créer des électrochocs. Ah ouais, moi je recommande pas dans ce cas-là la lettre de Guy Moquet. Non, bien entendu. On termine avec demain. Parce que le club est quand même mal en point de ce point de vue-là, est-ce qu'il est à vendre? Ah, alors là, c'est pas de mon ressort. Hein. Non, mais est-ce que vous en avez entendu parler? Si Colony Capital le vend, parce qu'ils estiment que c'est plus intéressant, ce sont des investisseurs. Hein. Oui. Aujourd'hui, c'est du football, demain, ce sera autre chose, ils s'en fichent complètement. Oui, si Capital Colony le vend, est-ce que vous avez un repreneur? Est-ce que vous avez déjà imaginé cette solution? Non, franchement, non. Je suis pas sûr que Colony Capital va vendre, hein, franchement, parce que c'est un investisseur immobilier. Ce qui l'intéresse aussi, c'est tout ce qui peut se passer autour du Parc des Princes. Et de ce point de vue-là, évidemment, il lui faut une équipe qui soit en première division, mais nous aussi. Et donc, à partir de là, je crois que si demain l'équipe descend en deuxième division, il aura un an pour essayer de se récupérer. Et après, il faudra qu'on examine un petit peu les conditions de tout ça, quoi. C'est-à-dire en même temps le club, faire en sorte que le club soit un club qui joue en première division, mais pas seulement. Je crois que Paris a besoin aussi d'un club qui joue seulement être en première division, mais les premiers rôles en première division. Les premiers rôles et la Coupe d'Europe. Et à partir de là, je pense que c'est quand même quelque chose de très positif pour n'importe quel investisseur. Et pour Paris. Très bien, merci beaucoup. On souhaite quand même à Paris d'arriver à se sauver, parce que c'est vrai que ce serait dommage, pas seulement pour Paris, c'est pour tout le football entier en France. Merci beaucoup de vos remarques aux uns et aux autres. On va maintenant passer le dernier coup de fil, c'est l'heure. Un prix en l'honneur de Pierre Bérégovoy, un prix de l'élévation sociale, une initiative du département de la Nièvre. C'est le dernier coup de fil de Bouge la France. Marcel Charmant, président du Conseil général de la Nièvre, bonsoir. Je n'entends pas. Marcel Charmant qui est au téléphone. Est-ce qu'il m'entend? Bonsoir. Oui, je vous entends. Bonsoir. Ah, très bien. Voilà, donc c'est un prix pour récompenser l'élévation sociale, une idée du département de la Nièvre. C'est un prix qui rend hommage à Pierre Bérégovoy, donc ancien Premier ministre, mais aussi ancien ouvrier fraiseur. C'est peut-être le symbole qui est présenté. Oui, je crois que vous avez presque tout dit dans votre phrase. Nous avons voulu rendre hommage à Pierre Bérégovoy, et la façon de lui rendre hommage, ça a été de permettre par une bourse départementale de faire en sorte qu'une personne qui a la volonté de changer sa situation, le cours de sa vie, en reprenant des études ou des formations, puisse le faire, un peu à l'image de ce que Pierre Bérégovoy a fait à un moment donné de sa vie, où quittant l'entreprise SNCF, il est rentré à EDF, et à partir d'EDF a pu reprendre un certain nombre d'études. Quels sont les critères qui feront que vous accorderez ce prix à telle ou telle personne? Parce que vous aurez beaucoup de gens qui seront dans ce cas-là. Bien sûr, il y a beaucoup de gens. Bon, d'abord, le prix est réservé à des Nivernais. Voilà. Déjà, ça limite un petit peu le champ du choix. Par ailleurs, c'est sur des dossiers de candidature volontaires. Cette année, nous avions une vingtaine de dossiers. Et à partir de ces dossiers, nous réunissons un jury qui est composé de conseillers généraux, qui est composé de représentants de la formation professionnelle, d'entreprises, et au cours de l'examen de ces dossiers, eh bien, nous effectuons un choix. Il est évident que bien souvent, nous hésitons entre plusieurs personnes. Et cette année, ce qui est un peu exceptionnel, nous avons décidé d'attribuer le prix à 2 personnes plutôt qu'à une seule, comme nous le faisions traditionnellement, parce que il y avait vraiment 2 dossiers qui sortaient du lot des dossiers qui nous étaient présentés, et que nous avions envie d'aider ces 2 personnes. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Marcel Charmant, et puis bravo pour cette initiative. Merci également à tous les deux d'être venus parler du Paris Saint-Germain, et à Jean-Loup Dabadi qui a écouté le débat de sa loge. Philippe c'était Céline Rousseau qui était la réalisatrice ce soir, Père-Henri Gergogne, notre rédacteur en chef, et Oriane Mancini et Élise Buridard qui ont préparé cette émission. Je vous retrouve bien sûr demain, comme tous les mercredis à 22h, comme tous les jours d'ailleurs. Au revoir, bonne soirée.